Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et en direct sur Public Sénat. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La France est-elle au bord de la faillite? Plus de 6% de déficit cette année et une dette de plus en plus lourde à porter et à financer. Michel Barnier propose son remède, 40 milliards d'euros d'économies pour l'État, 20 milliards d'impôts supplémentaires pour les très grandes entreprises et les très très riches. Est-ce réaliste, acceptable, dangereux? Vous nous le direz. Éric Coquerel, président de la commission des finances, comment voyez-vous également le débat parlementaire à l'Assemblée? Une chute rapide du gouvernement. Bienvenue dans ce grand jury, Éric Coquerel. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Perrine Tarnaud de Public Sénat, Pauline Buisson de M6 et Loris Boischot du Figaro. Bonjour. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Et l'actualité, c'est bien sûr le Proche-Orient. Emmanuel Macron s'est dit hier en faveur d'un arrêt des livraisons d'armes à Israël, avant que l'Élysée répète son soutien à Israël dans la soirée. Est-ce que vous trouvez la position d'Emmanuel Macron tardive, importante ou étonnante ? Tardive, oui. Alors, j'avais cru comprendre que c'était déjà interrompu. Alors, manifestement, ça continuait. Ou alors, c'est un coup pour rien. Mais en tout cas, moi, je prends le point, quoi. Il y a longtemps qu'il fallait, effectivement, arrêter d'armer Israël, en tout cas sur toutes les armes servant le génocide en cours à Gaza. Je remarque que la réaction d'Israël est quand même assez stupéfiante, quasiment injurieuse vis-à-vis du chef de l'État. J'ai vu que la réaction du chef de l'État, de l'Élysée par rapport aux déclarations de Netanyahou était très modérée. Moi, je pense qu'il aurait fallu convoquer à minima l'ambassadeur d'Israël. Est-ce que ce n'est pas un message quand même assez étonnant avant le 7 octobre de dire finalement il faut moins soutenir Israël? Parce que ça revient aussi à dire ça, non? Non, puisque en même temps, le chef de l'État, là on peut s'interroger, continue à dire qu'il faut permettre à Israël de se défendre. Je crois simplement que c'est la reconnaissance que... au-delà de l'aspect insupportable du 7 octobre, nous on a dit que c'était des crimes de guerre et qu'un jour il faudra que les auteurs de ce crime de guerre soient traduits devant un tribunal international, tout comme d'ailleurs M. Netanyahou par rapport à ce qui se fait à Gaza. Mais le 7 octobre, ce n'est pas un élément qu'on peut, j'allais dire, extraire du contexte global de ce qui se passe depuis des décennies, et plus encore depuis que M. Netanyahou gouverne Israël, entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est-à-dire une colonisation totalement hors du droit international et de plus en plus agressive en Cisjordanie, et puis le fait tout simplement d'en finir avec le peuple palestinien à Gaza. Mais comment éviter l'engrenage vers une guerre régionale au Proche-Orient? Loris Boischot. L'éviter déjà, peut-être être un peu plus ferme vis-à-vis d'Israël, parce que aujourd'hui, ceux qui envahissent, ou en tout cas font des incursions terrestres et bombardent la capitale d'un pays voisin, le Liban, c'est Israël. Enfin, rien que ça, excusez-moi, mais c'est un peu compliqué de penser qu'on peut avoir des réactions très fortes et légitimes vis-à-vis de M. Poutine par rapport à l'Ukraine et considérer que quasiment c'est une situation normale que Israël bombarde le Liban voisin. Donc je trouve que les réactions sont plutôt pour l'instant timides du côté du camp occidental pour arrêter M. Netanyahou. Et il faut l'arrêter, pourquoi ? Parce que tout ça ne se fait évidemment pas dans l'intérêt des peuples de la région. On comprend que personne n'a un intérêt, un embrasement généralisé, mais pas non plus dans l'intérêt du peuple israélien. Voilà, qui ne peut pas, comme ça, se retrouver dans une situation de guerre permanente par rapport à ses voisins et de pays qui suit M. Netanyahou dans cette espèce de guerre de religion qu'il essaye finalement de déclencher. Voilà, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il y a longtemps que la France aurait dû prendre des décisions. Nous, on les a mis sur la table. Hein. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que... Je termine juste. Embargo de vente d'armes. On peut des mesures également économiques et puis la reconnaissance d'un État palestinien de manière unilatérale. On a le sentiment dans votre raisonnement que finalement c'est Israël l'agresseur. Écoutez, le 7 octobre, c'était pas une agression d'Israël. Non, mais d'accord, mais sur le contexte, excusez-moi, on peut pas extraire le 7 octobre. Et le 7 octobre, c'est pas parce que il est le fait de personnes qui subissent la colonisation ou subissent un blocus qui faisait de Gaza déjà avant un enfer que pour autant c'est excusable de faire
ce qui s'est passé, je le dis très clairement. Mais pour autant, à la fois, on ne peut pas l'extraire de la situation globale. Et globalement, c'est bien Israël qui colonise la Cisjordanie, qui empêche les Palestiniens de vivre à Gaza. Et là, en ce moment, c'est bien Israël qui bombarde le Liban. Donc là, oui, aujourd'hui, c'est Israël l'agresseur. Bombarde le Liban en justifiant son attaque par sa lutte contre le Hezbollah, groupe paramilitaire qui prône un régime islamiste, la disparition d'Israël, groupe considéré comme terroriste par de nombreux États et qui a fait de nombreux morts, notamment des Français tués dans des attentats, des otages, notamment dans les années 80, on s'en souvient. Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Le Hezbollah est une composante du peuple libanais et ce n'est pas à nous de décider qui est une bonne composante et qui est une mauvaise ». Après le Hamas, est-ce que Jean-Luc Mélenchon dit que le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste ? Ah, mais le Hezbollah n'est pas reconnu comme une organisation terroriste. Là, certains États le reconnaissent comme tel. Non. Au niveau international, le Hezbollah, la branche politique du Hezbollah n'est pas reconnue comme une organisation terroriste. C'est d'ailleurs pour ça que le chef de l'État avait rencontré le représentant du Hezbollah quand il avait été au Liban. Voilà, c'est une composante. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit cette composante, mais c'est une composante et terroriste avec des élus. Et l'Union européenne avait voté une résolution qualifiant le Hezbollah de terroriste. Non, le Hezbollah, dans sa branche politique, n'est pas considéré comme une organisation terroristes. Voilà, et c'est pour ça, je vous dis, que le chef de l'État les avait rencontrés. Donc il ne faut pas les dire n'importe quoi. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit le Hezbollah, c'est autre chose. Mais au prétexte de s'en prendre au Hezbollah, qu'on bombarde aujourd'hui, qu'on détruise une mosquée, qu'on bombarde Beyrouth, où je vous rappelle qu'il y a eu, ça a l'air d'inquiéter personne, il y a 2 ressortissants français, dont une dame de 87 ans, je ne crois pas qu'elle était au Hezbollah, qui a décédé, et des milliers de victimes. Enfin, tout ça est hallucinant. Vous savez, d'une certaine manière, et je ne fais pas le parallèle, mais quand M. Poutine a envahi l'Ukraine, il a donné des raisons. Pour lui, c'était justement protéger des populations russophobe, russe, voilà, en Ukraine. Bon, pour autant, on a eu raison de ne pas prendre ces prétextes. Il envahissait, il était en dehors du droit international à partir du moment où il envahissait un pays voisin. Il faut absolument les mêmes choses vis-à-vis d'Israël, parce que ce n'est pas acceptable que le Liban soit menacé de cette manière-là par un pays voisin. Pour en revenir au 7 octobre, nous sommes 1 an après ces massacres. Est-ce qu'il faut, selon vous, une minute de silence à l'Assemblée nationale ? Oh, oui, moi ça ne me choquerait pas, mais il y a longtemps qu'on demande aussi des minutes de silence, si vous voulez, pour tout ce qui se passe à Gaza. Je vous rappelle quand même que nous en sommes à plusieurs dizaines de milliers de morts, et dans ces morts, une très grande majorité de civils, de femmes et d'enfants. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter avec le 2 poids 2 mesures qu'on a un peu trop vécu à l'Assemblée nationale. Le 7 octobre est insupportable, mais ce qui se passe à Gaza depuis l'est évidemment tout autant, et même plus si on regarde le nombre de victimes. Le fait de parler que la Cour de justice internationale parle de risque de génocide, ça a un sens, c'est des mots. Donc la manière, à un moment donné, d'arrêter ce processus, c'est de reconnaître l'entièreté de ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas choisir, j'allais dire, nos victimes. Toute victime civile, c'est insupportable. C'est insupportable du côté israélien, c'est insupportable du côté palestinien. Et il faut au moins être capable de le dire. Et de ce point de vue-là, excusez-moi, mais ceux qui, aujourd'hui, mènent l'offensive, occupent Gaza, bombardent des populations civiles, exportent cette guerre au Liban, et maintenant ça a été également le cas dans d'autres pays, c'est Israël, et c'est plus exactement le gouvernement Netanyahou, dont je rappelle d'ailleurs que beaucoup d'Israéliens contestent, s'opposent, se mobilisent. D'ailleurs, je leur rends hommage. Ce matin, dans le Parisien, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, les 2 présidents des parlements, accusent Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise d'attiser la haine de l'autre pour entretenir un clientélisme électoral. Que leur répondez-vous ? C'est insupportable. Écoutez, comment dire ? Cette situation qui fait que la principale formation de gauche a une position, somme toute, assez classique vis-à-vis du Proche et Moyen-Orient, qui était auparavant la position française, je le rappelle, y compris quand c'était Jacques Chirac. Donc vous vous défendez de tout électoralisme ? Oui, je pense que notre préoccupation n'est pas une préoccupation électoraliste. Notre préoccupation, c'est de dire que le droit international doit être respecté partout, et qu'une population ne peut pas être martyrisée, colonisée pendant des décennies sans rien dire. Et sur ça me semble assez normal. Et sur la montée de l'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon a écrit en juin dernier que l'antisémitisme en France était résiduel.
Vous avez compris et partagé ces mots ou pas ? Écoutez, il a donné la définition de ce qu'il entendait, puisque ça a été contesté. On peut s'interroger sur la pertinence ou pas du mot. Il explique par là qu'elle était persistante. Donc, écoutons ses explications. Que l'antisémitisme progresse en France, il y a nul doute là-dessus. Je dirais juste que dans la manière de définir... Les agressions antisémites ont représenté la moitié des agressions racistes et antireligieuses au premier semestre 2024. Voilà, la manière de définir aussi le problème de l'antisémitisme, c'est que vous le savez, on a de plus en plus mis des réactions vis-à-vis de la politique d'Israël caractérisées comme antisionistes dans l'antisémitisme, que je conteste. Et donc, ça rentre également dans les statistiques. Mais incontestablement, il y a une montée de l'antisémitisme. Je la condamne. Mais on peut le faire, on peut le dire à partir du moment où suivant ce qui se passe et ce que veut M. Netanyahou, c'est-à-dire considérer que ce conflit colonial géostratégique serait un conflit de religion, il faut aussi dire qu'en France, il y a une montée de l'islamophobie extrêmement importante. Et ça, j'entends moins de réactions de la part des médias sur cette situation. Donc, accepter que nous demandions aussi que ce soit reconnu et que nos concitoyens qui sont de religion ou supposés de religion musulmane soient aussi défendus. Aujourd'hui, c'est la France insoumise est-elle vraiment au clair avec l'antisémitisme ? Les propos de Jean-Luc Mélenchon peuvent troubler ? Bon, écoutez, troubler, à force de dire qu'il va troubler et que l'idée aujourd'hui pour quelque part dévaloriser une position qui est considérée comme contraire à la position qu'il faudrait avoir, c'est traiter les gens d'antisémitisme. On l'a vu dans d'autres pays, etc. Donc je récuse de la manière la plus ferme ce qualificatif qui pour nous, comprenez que pour nous c'est une insulte. Voilà. Traiter la principale formation de gauche d'antisémite, alors que nous avons toujours été au rendez-vous quand nos concitoyens de religion juive se sont fait attaquer dans ce pays, se sont fait agresser, c'est, j'allais dire, un peu le monde à l'envers. Et ça vise, il faut le dire surtout, à dévaloriser ceux qui, en France, effectivement, disent que la situation n'a pas démarré avec le 7 octobre entre Israël et les Palestiniens, mais que c'est un fait aussi colonial et c'est un fait aussi insupportable. Le dire est devenu intolérable pour beaucoup et on discrédite notre parole vous n'étiez pas avec à la des qualificatifs d'antisémitisme organisée l'année dernière après le 7 octobre, vous n'y étiez pas? Non, nous n'y étions pas pour une bonne raison, c'est que la manière d'appeler au 7 octobre, en réalité, visait finalement à... le texte d'appel visait finalement à laisser penser que ce qui se passait et ce qui s'était passé le 7 octobre était de nature justement renvoyant à l'idée d'une guerre de religion. Moi, je considère que ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, ce n'est pas, j'allais dire, une nouvelle version de l'Holocauste. Voilà, je vous le dis, c'était ça qui était dans la logique. Et comme c'était une nouvelle version de l'Holocauste, bien évidemment, on devait de manière inconditionnelle être du côté du bien, c'est-à-dire de M. Netanyahou. C'était ça qui était derrière cette manifestation, et ça, je le récuse. Je pense que ce n'est pas ça qui est en jeu là-bas. Ce qui est en jeu là-bas, c'est comment on sort définitivement d'une situation où un État colonise un autre peuple. Voilà. Et ça n'empêche pas, après, de ne pas être d'accord, de critiquer et même de dénoncer ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais moi, je ne me laisserai pas emmener dans quelque chose qui considère qu'en réalité, nous sommes dans la guerre du bien contre le mal. Et quoi que fasse Israël, c'est le bien, parce que le mal, ce serait le monde arabo-musulman. C'est ça qui est aussi derrière. C'était un peu, je trouve, ce qu'il y avait le ressort qui était derrière cette manifestation. Une dernière question, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à mettre des drapeaux palestiniens et libanais partout dans les universités à partir de mardi, lendemain du 7 octobre, c'est un appel qu'il a lancé hier. Est-ce que c'est une provocation? Non, c'est une provocation, c'est la circulaire de M. Hetzel qui estime qu'il y a un sujet dont on ne doit pas parler à l'université au niveau international, qui est à l'envers de tout ce qui s'est fait dans les universités depuis longtemps, qui sont aussi des lieux de débat, c'est le fait qu'on ne puisse pas parler du conflit israélo-palestinien. Voilà, je pense que ça, c'est une provocation. Je crois que c'est une très mauvaise façon justement de regarder la situation très partisane. Et la réaction de Jean-Luc Mélenchon était par rapport à cette circulaire que je trouve pour le moins scandaleuse. Donc c'est une provocation qui répond à une provocation. C'est une manière de... Pour vous, c'est pas une provocation d'appeler quand même à mettre des drapeaux palestiniens dans toutes les universités à partir du 8 octobre? N'oubliez pas le Liban. Ouais. Voilà. Il y a plein de nos concitoyens en France qui sont très sensibles à ce qui se passe au Liban aujourd'hui et qui dépassent très largement, même d'un point de vue politique, la proximité avec France Insoumise. Il est 12h14. Le grand jury, ça se passe au Parlement.
Ça se passe au Parlement et pour vous interroger à mes côtés, Perrine Tarnaud de Public Sénat et Pauline Buisson de M6. Sommes-nous, Éric Coquerel, dans une situation financière extrêmement grave, comme le dit Michel Barnier? Grave, oui. On n'est pas en faillite. Je le dis parce que c'était les mots que vous avez utilisés en introduction. C'est une question, oui. Voilà, la France n'est pas en faillite. La France reste un pays, j'allais dire, qui est solvable. Oui, et dans les 15... Quand ceux qui veulent prêter à un État le fonds, ils considèrent que la France est dans les 15 plus solides États justement dans ce monde, donc on n'est pas en faillite. Par contre, on est dans une situation inquiétante. On est dans une situation inquiétante tout simplement parce que les déficits ont explosé du fait d'avoir baissé les recettes de l'État pendant des années. On en est à 62 milliards par an, 62 milliards, et malheureusement au profit des plus riches de nos concitoyens, ce qui en plus a développé des inégalités inédites dans ce pays. Voilà la situation, et donc voilà à quoi il faut remédier. Et ça ne se passe évidemment pas par un record historique de baisse de dépenses publiques. Vous dites pour l'instant que notre solvabilité n'est pas en cause. Il y a 2 dates importantes qui vont arriver. C'est les notations de 2 agences qui sont influentes sur le marché, Fitch et Moody's. Pour les citer, elles vont rendre leur avis sur la dette française d'ici dans les 15 jours qui viennent. Ça va avoir quand même une importance. Est-ce que ça peut précipiter les décisions qui vont être prises autour du budget? Écoutez, la dernière dégradation n'a pas eu d'importance. Elle n'a pas eu de répercussions. Moi, oui, mais depuis, j'ai l'impression que la situation s'est aggravée, non? Je vous réponds, je pense que tant qu'on reste dans des dégradations, j'allais dire, modérées, où on est toujours sur 3 ou 2A, enfin bon, je passe les détails techniques, mais c'est la manière de noter un État, ça n'a pas beaucoup de répercussions. Ce qu'il faut plutôt voir, c'est 2 choses. La dernière levée en France d'un emprunt, il y a eu 2 et 3 fois plus de demandes que d'offres. Voilà. Et on continue à emprunter à un taux inférieur à l'inflation. C'est ça la réalité. Oui, mais il y a quand même une journée où on a frôlé les taux d'emprunt de la Grèce et de l'Espagne. Oui, ça vous a pas alerté? Oui, mais à 0,2 près. Et c'est plutôt... ce que ça marque plutôt, c'est, j'allais dire, entre guillemets, les progrès de l'Espagne dans la matière, moins que la baisse de la France. Il faut considérer que les emprunts à 10 ans étaient de mémoire, excusez-moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais enfin à peu près dans les chiffres, de 3,40 je crois l'an dernier, et qu'on est descendu à 2,97. Donc en tendance, c'est pas quelque chose qui est affolant. Par contre, oui, ça commence à bouger de ce côté-là. Ça commence à bouger parce que les chiffres des déficits sont plus forts que prévu. Et donc c'est à ça qu'il faut évidemment remédier. Du coup, est-ce que cette situation financière fragilise la France ? Ce qui fragilise la France, à mon avis, c'est surtout le fait que nous ayons aggravé ce déficit de fort mauvaise manière. C'est une chose d'avoir des déficits et d'avoir une dette si c'est pour la transition écologique. Vous savez que M. Draghi, par exemple, au niveau européen, appelle à ce qu'il y ait des investissements de l'ordre de 800 milliards d'euros en Europe. Et il préconise même, ce que moi je défends depuis longtemps, c'est que la Banque Centrale Européenne, pour cela, fasse ce qu'elle a fait pendant le Covid, c'est-à-dire prête directement aux États. Donc il y a une nécessité. La mauvaise dette, et puis il y a une mauvaise dette. C'était quoi? C'était le quoi qu'il en coûte. La mauvaise dette, c'est quand on paye des cadeaux fiscaux aux plus riches ou au capital. Et ça, c'est une très mauvaise dette. Le quoi qu'il en coûte, c'était une mauvaise dette ou pas? Non, c'est pas ce qui a été fait. Il y a deux éléments pour expliquer le déficit. Il y a le quoi qu'il en coûte dont vous parlez, c'est-à-dire bon an, mal an, de sauver l'économie française pendant le Covid. Bon, c'est une partie du déficit. Mais la plus grande partie structurelle du déficit depuis plusieurs années, ce n'est pas que les dépenses publiques augmentent, c'est que les recettes diminuent. Et encore une fois, des recettes qui avantagent les 10% les plus riches, et même les 1%, et même les 0,3% des Français les plus riches, ce à quoi d'ailleurs aujourd'hui, de manière beaucoup trop timide, on va peut-être y venir. On va y revenir. Ouais. Le Premier ministre semble vouloir remédier. Jean-François Husson, qui est le rapporteur général du budget au Sénat, avec qui vous travaillez conjointement quand même, estime lui qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ne nous ont pas tout dit. Il dit que cela va finir par ressembler à un très grand mensonge d'État. Est-ce que vous partagez son avis? Écoutez, c'est soit de l'insincérité, soit de la cécité. Et dans les deux cas, c'est grave, ce qui s'est passé. Mais vous ne parlez pas de mensonge d'État. En tout cas, ce que je constate... Mais les deux situations sont aussi graves. C'est-à-dire que, pour que vos auditeurs comprennent, on nous a annoncé au fur et à mesure des chiffres de déficit qui, 2 mois après l'annonce, se révélaient complètement caducs. D'accord ? Et donc, on est passé, rien que pour l'année 2024 de mémoire, à 4,9, puis après à 5,1, et puis etc., et finalement, on est à 6,2. Bon. Donc, soit effectivement, ils ont menti consciemment, soit ils ne se rendent pas compte de l'impact
délétère d'une politique d'offre et de la compétitivité qui, je viens de le dire, baisse les recettes à tel point qu'à un moment donné, les déficits explosent. Moi, je crois que c'est plutôt ça, voyez, mais c'est tout aussi grave. Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent nous emmènent dans le mur avec cette politique avec laquelle il faut rompre. 40 milliards d'économies, je le disais, 20 milliards de recettes, d'impôts supplémentaires. La semaine prochaine sera présenté donc en Conseil des ministres le budget pour l'année prochaine. Avant de revenir sur les impôts nouveaux, je propose de vous concentrer un tout petit peu sur les économies. Les économies vont s'élever à 2% du PIB. C'est davantage que le tournant de la rigueur de 1983, notait le Figaro en fin de semaine. Comment vous le qualifiez? C'est une cure d'austérité? C'est une austérité historique. Oui, historique. J'ai vu ça dans la Ve République. Donc c'est absolument gravissime. Rendez-vous compte, regardons un peu dans le détail ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 20 milliards de moins de dépenses publiques au niveau des ministères de l'État. Il y a 15 milliards au niveau de la sécurité sociale, c'est-à-dire la santé des Français. On pense qu'il y a à peu près quelques milliards au niveau des collectivités qui, aujourd'hui, sont ceux qui investissent le plus dans ce pays. Donc, il y aura des conséquences absolument dramatiques. Mais à vos yeux, la dépense publique ne doit pas refluer, elle doit forcément augmenter à chaque fois? Non, je ne dis pas qu'elle... Alors déjà, en 2023, elles ont diminué par rapport au PIB. Il faut le savoir. Alors que les recettes, elles, diminuaient de 2%. C'est ça le plus gros problème. Et puis, la question n'est pas de savoir si il faut qu'elles augmentent ou pas, c'est à quoi elles servent. Est-ce que dans ce pays, on n'a pas besoin d'argent pour l'éducation, pour permettre, par exemple, d'atteindre la moyenne européenne de 19 élèves par classe dans les écoles? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'investissement en matière de santé? Le jour, j'entendais le président des hôpitaux de France... Vous connaissez l'argument, on est déjà à un niveau de dépenses publiques hors norme et record, quasiment un record mondial. Oui, mais non, alors... Enfin bon... On est à un niveau important de dépenses publiques parce que la France a un système, et je le défends, où beaucoup des besoins fondamentaux sont gérés par le public, par des services publics, par l'État, etc. Voilà, c'est un système qui est né après la libération, ce qu'on a appelé l'État social. Moi, est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que non. Et pour savoir ce que tout ça coûte, il faudrait à côté mettre la dette privée. C'est-à-dire parce que si moi demain je vous enlève de la protection sociale, vous allez faire comme dans pas mal de pays, vous allez chercher du côté du privé de quoi vous assurer. Donc il faudrait comparer les deux en fait pour savoir combien coûte cette protection. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous comparez par exemple la dette privée et publique de la Hollande, vous cumulez les deux. La dette publique, incontestablement, on a une dette publique beaucoup plus importante que les Pays-Bas. Mais si vous cumulez les deux, ils ont une dette globale plus importante que la nôtre. Donc moi, je trouve que ce débat qui serait de dire « Ah, il y a une dette publique, il y a des dépenses publiques, c'est absolument dramatique », c'est de voir à quoi ça sert. Et moi, je revendique, je vous termine là-dessus, je revendique qu'il y ait des aspects de notre vie, de notre existence, liés à la santé, l'éducation, etc., qui ne soient pas dévolus au marché et au privé. Et donc, ça fait des dépenses. Michel Barnier, le Premier ministre, a ciblé des économies à faire, par exemple, sur des doublons autour d'agences publiques. Je pense, par exemple, pour la promotion de l'économie française à l'étranger. Il y a Business France qui existe et France Atout aussi. Est-ce que ça, ils souhaitent les fusionner? Ça va plutôt dans le bon sens, non? Oui, d'accord. Il a donné un exemple. Alors, il faudrait voir d'abord les conséquences, parce que moi, comme ça, de prime abord... Mais est-ce qu'il n'y a pas des doublons comme ça qui existent? Peut-être qu'il y en a, mais qui je vous serait assure... nécessaire, qui permettrait de faire des économies. Bien, mais ce discours un peu qui nous dit en gros que c'est pas grave, on peut supprimer des fonctionnaires dans l'administration comme s'ils servaient à rien. On le dit par exemple pour les hôpitaux. C'est pas grave, les opérateurs, finalement il y a trop d'opérateurs, donc on diminue des postes. Moi je me méfie un peu parce que je pense que c'est des fausses pistes. Mais donc vous Attendez, juste, je l'ai entendu pendant des années. Je m'occupais du budget, par exemple, de la transition écologique, enfin de la prévention des risques. Je l'ai entendu pendant des années par rapport à Météo France. Bon, c'est un opérateur public. On nous disait mais il faut diminuer. Alors les agents de Météo France disaient attention. Vu les changements climatiques, à force de diminuer nos effectifs, on ne va plus être bon pour prévoir justement ces prévisions et ça peut avoir des conséquences dramatiques à partir du moment où il y a de plus en plus de situations catastrophiques. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et tout le monde le reconnaît. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait des gisements. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Il faut voir France Stratégie, Business France, même si en l'occurrence, ils ne font pas la même chose. Mais quelles sont les pistes d'économie que vous pointez? Vous en voyez certaines? Ah oui, le service national universel, ça, on peut économiser, oui. Il faut supprimer le SNU. On peut économiser, je vous en ai donné une piste. Mais plus globalement, ce sur quoi, à mon avis, il faut insister, alors ça va être fait un peu, légèrement, c'est les dépenses fiscales. Là, il y en a trop. Toutes les niches fiscales qui sont inutiles.
qui, là encore, favorisent en général les plus riches, les niches fiscales polluantes, qui permettent, j'allais dire, de plutôt favoriser des activités polluantes. Il y a beaucoup de dépenses. Je vais vous en donner une autre. Il faut s'attaquer à la question des 200 milliards d'aides aux entreprises que la France met tous les ans sur la table et voir celles qui servent, celles qui ne servent pas. Quand ça sert à faire des dividendes pour les grandes entreprises, chacun constatera que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Enfin, pas jeté par la fenêtre, c'est reçu par les actionnaires. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de pistes d'économie. Oui. Le grand jury, question express. Question express, juste avant la pause, une série de questions et une réponse par oui ou par non, ou pour ou contre. Faut-il taxer plus lourdement les billets d'avion ? Je préfère qu'on taxe le kérosène. Bah, mais vous savez que personne ne le fait dans le monde. Oui, mais nous, je préfère qu'on taxe le kérosène que les billets d'avion, même si après, on peut dire que les avions iront faire le plein chez nos voisins. Hein. Comment ? Ça veut dire que les avions iront faire le plein chez nos voisins. Oui, enfin, ça, il faut voir. Vous me demandez, comme c'est une réponse courte, donc c'est d'accord. Plutôt, et qu'on interdit certainement en faveur du train, faut-il encore que le train soit moins cher, les vols, j'allais dire, de courte distance, là, je crois que ça serait utile. Pour l'instant, c'est le cas pour les vols de moins de 2 heures. Perrine Tarnaud. Faut-il débloquer très rapidement une aide massive pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie ? Les élus réclament plus de 4 milliards sur 5 ans. Oui. Faut-il un débat chaque année au Parlement sur la politique migratoire ? Non. Il y en a un, en fait. Excusez-moi, mais il y a des débats sur la politique migratoire, ne serait-ce que sur le budget qui, l'an prochain, d'ailleurs, va baisser. Est-ce qu'il faut reprendre très vite et en l'état le projet de loi sur la fin de vie ? Oui, très vite. Tel qu'il était ? Oui, tel qu'il était au moment de... Ça s'est interrompu. Michel Barnier, qui mouche son prédécesseur, vous sentez un malaise au sein du camp présidentiel, Éric Coquerel ? Oui. En fait, je sens qu'il y a un malaise tout simplement parce que le chef de l'État a essayé pour éviter que la coalition arrivée en tête, le Mouvement populaire, gouverne le pays, a essayé de construire une pseudo-majorité relative, voilà, qui serait supérieure à celle du NFP. Et donc, il s'est dit, je vais mettre Michel Barnier Premier ministre, on va mettre des macronistes dans le gouvernement, et tout ça va nous assurer au moins 213 députés. Mais ça, c'est sur le papier. Depuis le début, c'est sur le papier. Mais là, ce qui est en train de se révéler, en fait, c'est qu'on va attendre le débat parlementaire. Mais nous ne sommes nullement certains que cette équation politique se traduise dans les faits. Donc le malaise, il est là. C'est que tout ça, cet aéropage théorique, à mon avis... dans la réalité, ne va pas être à la hauteur des espoirs de M. Macron. Vous pensez que le gouvernement va se retrouver régulièrement en minorité, avec en défaut sa propre majorité pendant l'examen du budget, par exemple ? Il va se retrouver toujours en minorité, parce que de toute façon, ceux qui contestent son budget sont beaucoup plus nombreux dans l'Assemblée. Mais en plus de ça, vous avez raison de le préciser, je pense qu'il y aura des défections. D'ailleurs, M. Darmanin vient de le dire. Il a dit qu'en l'état, il ne voterait pas le budget. Bon, ce qui est quand même, moins qu'on puisse dire, une déclaration assez forte. C'est pour ça que je pense que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Aujourd'hui, dans la tribune du dimanche, Michel Barnier promet une co-construction du budget avec les députés. C'est pour trouver des majorités. Justement, vous y croyez, vous, à cette co-construction sur différents amendements que le gouvernement va présenter là dans les 2 semaines qui arrivent ? Alors, dans une de vos chaînes concurrentes, Michel Barnier, il y a quelques jours, a donné une information qu'il n'avait pas encore donnée jusqu'à maintenant. Il a dit qu'il utiliserait le 49.3. D'accord ? Bon, donc ça veut dire qu'en réalité, non, je crois qu'il n'y aura pas de co-construction. Je pense qu'on est plutôt parti, comme l'an dernier, sur le fait que l'Assemblée... Après, vous le savez, dans le 49.3, le gouvernement peut dire qu'il va garder des amendements qui ont été votés par plusieurs députés. Ça ne veut pas dire que sur certaines mesures, il n'y aura pas de co-construction. Absolument. On peut, entre guillemets, on pourrait imaginer avoir un 49.3 un peu plus digérable. Voilà, comestible, je ne sais pas comment dire le terme. En tout cas, nourri par des amendements de députés. Pendant 2 ans, ce n'est pas ce qui s'est passé, il faut bien le comprendre. Pendant 2 ans, on a beaucoup modifié les budgets. Au moins dans ma commission, c'est le seul endroit où on avait le droit de voter. Et par exemple, l'an dernier, avec pourtant une composition de commission moins favorable à ces idées-là, mais on avait quand même fait voter 15 milliards d'amendements, notamment avec le MoDem, de taxation du capital, de taxation des plus riches. Bien. Et puis tout ça avait été rayé totalement par le 49.3. Alors cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'à la sortie de ma commission, on va avoir un budget qui va être ce que j'appelle NFP compatible. C'est-à-dire que vous allez voir qu'on va aller très en avant sur la question, justement, de plus de justice fiscale et plus de recettes pour l'État. Donc vous pourrez trouver des points... Je pense, je termine là-dessus, je pense que
dans ma commission, oui, il y aura une majorité là-dessus, ça je vous le dis à l'avance. Avec Michel Barnier, sur la taxation des plus hauts revenus, 2 à 3 milliards d'euros attendus, et des grandes entreprises, des très grandes entreprises, 8 milliards d'euros attendus. Ça, c'est des points d'accord entre vous, NFP, et Michel Barnier, déjà, potentiellement. vous me permettrez de dire que c'est la reconnaissance que nous avons raison depuis des années, qu'il y a de l'argent de ce côté-là et qu'il faut aller le chercher. Maintenant, comme c'est, j'allais dire, des personnes qui viennent à nos idées, ils y viennent évidemment de manière très timide et bancale. Alors je pense qu'ils y viennent surtout pour mettre de côté et mettre un peu au second plan les 40 milliards d'économies de dépenses publiques qui vont être faites. Et du coup, c'est peu, j'allais dire. Et puis moi, j'attends de voir que ça soit réel. Concrètement. Pourquoi ? Les annonces. Mais parce que pour l'instant, c'est ce qui est sur la table. Je n'ai pas vu encore les mécanismes exacts proposés. Dans la presse, il y a des idées, mais moi, j'attends de les avoir devant moi pour juger si vraiment ça fait 8 Michel milliards Barnier d'un a tout de côté, même été précis ça sur fait 2 la milliards cible d'euros. des hauts revenus qu'il souhaite. Oui, ça commence à être précis. Mais je dis juste que j'attends. 0,3% des foyers fiscaux. Voilà. Et pour l'instant, je suis très loin, par exemple, des 20 milliards annoncés. Mais admettons, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport justement à ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois la question des déficits, mais à la fois la question de nécessité de dégager des marges pour investir considérablement, notamment en matière écologique. Donc, nous, ce qu'on va faire, je vais vous le dire, on va proposer nos propres amendements, nos propres propositions. Quand je dis nous, c'est le nouveau Front populaire. On va présenter des amendements identiques là-dessus. Et puis sur ces articles-là, on va proposer aussi des amendements qui permettront d'aller plus loin, de les rendre plus efficaces. Qu'est-ce que fera Michel Barnier ? C'était votre question. Est-ce qu'il va co-construire en acceptant ce qui sortira majoritaire de ma commission ? Je ne le crois pas, je vous le dis là, parce que ce qui va sortir transformerait considérablement le budget de la nation dans le bon sens, à mon avis. Et je pense que cette majorité composite entre les Républicains et les macronistes n'ira pas jusque-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il fera tomber le 49.3. C'est pour ça qu'il y aura motion de censure. Et je pense c'est pour ça que le gouvernement tombera. Mais vous dites que le gouvernement ne passera pas l'hiver. Ça veut dire que vous pensez que le Rassemblement national va voter la censure ? Écoutez, il ne va pas voter la première, puisqu'il y en aura une mardi, ce qui est... chacun notera donc qu'il laisse un répit au macronisme, chacun jugera. Maintenant, après, il y aura des motions de censure sur le budget. Alors, qu'est-ce que fera le Rassemblement national face à un budget qui propose 40 milliards de dépenses en moins, qui sabre dans tous les budgets ? Je voudrais juste quand même, parce qu'on ne l'a pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, considérer que, ça peut paraître un détail, mais le budget du sport serait sabré de 12%. Dans une année post-olympique, où on nous dit qu'il faut développer le sport, etc. L'outre-mer, vous me parliez de la Nouvelle-Calédonie, de 9%. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des coupes sombres. Alors on verra bien ce que le Rassemblement national fera, parce que s'il ne vote pas la motion de censure, il laisse passer le budget. Moi, je pense qu'il sera peut-être tenté, Mme Le Pen a dit qu'elle s'opposerait au budget, il sera peut-être tenté de voter notre motion de censure. Mais vous, ça ne vous gênera pas que certains, peut-être, de votre disposition, de vos amendements, soient également votés par le Rassemblement national, qui est donc une co-construction possible de certains de vos amendements, de vos dispositions qui vont sortir de la Commission des finances avec le Rassemblement national ? Il n'y a aucune co-construction possible. Voilà, il n'y en aura pas. Un vote en commun, c'est pas une... La motion de censure que nous proposerons, elle sera sur nos bases, sur le base du nouveau Front populaire. Donc si le Rassemblement national choisit de donner raison à nos bases, ça le regarde quelque part. Ce n'est pas la même chose que si nous venons sur un texte du Rassemblement national. Nous l'avons toujours dit. Et de ce point de vue-là, chaque député est aussi libre de son vote et de ce qu'il fait. Que je sache, on n'a pas reproché beaucoup au gouvernement précédent d'avoir fait une loi immigration qui a repris des pans entiers du programme du Rassemblement national pour avoir les voix du Rassemblement national. Ce n'est pas la même chose que de proposer un texte issu de la gauche. Si le Rassemblement national choisit de l'appuyer, je dirais tant mieux pour faire tomber le gouvernement. Une mesure concrète sur les retraites, le gouvernement souhaite reporter de 6 mois la revalorisation des retraites, revalorisation calquée sur l'inflation. Michel Barnier dit qu'il le fera, sauf si vous, parlementaires, avez de meilleures idées pour économiser 4 milliards d'euros. Alors, est-ce que vous avez une idée à 4 milliards ? Non. Je n'ai pas une idée à 4 milliards, je ne pense pas qu'il faille les économiser. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans le choix des dépenses. Moi, j'irais plutôt regarder pour la sécurité sociale sur toute la politique d'exonération, toute la politique qui vise depuis de nombreuses années à affaiblir l'efficacité de notre système de santé. Non, les retraités selon moi, il n'y a pas trop exemptés d'efforts, selon vous. Mais je vais vous le dire. Écoutez, oui, je pense que les retraités doivent être exemptés d'efforts, oui, bien sûr. Est-ce que dans ce pays, c'est les retraités de manière globale, d'accord, dont beaucoup sont, vous le savez, à une retraite qui est en dessous du SMIC, qui sont les privilégiés de ce pays ? Bien sûr que non.
Donc, baisser les revenus des retraités, c'est non seulement une injustice, mais je vais vous dire autre chose, c'est une ineptie économique. Parce que si vous enlevez 4 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux retraités, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous enlevez 4 milliards à la consommation populaire. Et figurez-vous que ce pays, c'est ce qui sous-tend souvent son activité économique quand tout va mal ailleurs. C'est ce qui nous a permis de ne pas être en récession l'an dernier. Je parle de globalement, je parle de ce matelas social, alors que l'Allemagne, elle, l'était. Et toujours à propos des retraites, est-ce que vous voterez la proposition de loi d'abrogation du Rassemblement national à la fin du mois? Alors, nous, on n'a pas encore décidé ça. On prendra notre temps parce que c'est un débat. C'est un débat au sein de. Vous, à titre personnel, vous dites non? Mon choix personnel, je le réserve à mon groupe. Voilà. Vous venez de dire pourtant pas de co-construction avec le Rassemblement national. Justement. Ça veut dire, a priori, ça de votre part. Eh bien, vous avez raison de dire que c'est une des questions qui est justement mise en débat. L'autre étant les gens qui nous disent, bon, ils abrogent la réforme des retraites sur vos bases. Est-ce qu'on peut justifier de ne pas le voter? Alors nous, ce qu'aujourd'hui je vous dis, par contre, qui est notre position globale, c'est que arrêtons de laisser penser que c'est le grand rendez-vous. Parce que figurez-vous, cette niche, si la proposition de loi a été votée... Niche parlementaire, c'est une journée réservée à des initiatives des groupes parlementaires. Merci de le préciser. Donc, si cette proposition de loi a été votée, elle s'arrêterait à l'Assemblée. Parce que le Rassemblement national n'a pas de groupe au Sénat qui permet d'inscrire ce texte dans une niche. Donc, il n'irait pas au Sénat. Donc, en fait, c'est un leurre, c'est un coup pour rien, pour donner du vernis social au Rassemblement national. Et c'est pour ça vous savez bien que c'est aussi un symbole vis-à-vis de tous les Français qui se sont opposés à cette réforme des retraites. Et vous en faisiez partie. Est-ce que ces mêmes Français qui y étaient opposés, ils comprendraient que pour des motifs politiciens, vous ne profiteriez pas de cette initiative du Rassemblement national? C'est pas tout à fait un motif politicien de considérer que vous ne devez pas donner un point à l'extrême droite. Ça s'entend, on peut penser que c'est une erreur, mais ce n'est pas politicien, c'est un problème de principe. Voilà. Si nous, on a décidé de ne pas donner une voix au Rassemblement national au deuxième tour des élections et de se désister, c'est qu'il y a une question de principe. Mais je vous réponds, ça serait vrai ce que vous dites si, un mois après, nous n'avions pas une niche France Insoumise dans laquelle nous allons proposer un texte pour qu'il soit voté et qui, lui, permettra d'être inscrit au Sénat, parce qu'on a des groupes qui le permettront. Oui, il n'y a pas de groupe France Insoumise au Sénat. Mais il y a des groupes NFP qui ont déjà dit à l'avance, ça sera sûrement le groupe socialiste ou un groupe communiste, tout à fait. Qui ont déjà dit à l'avance, qui sera inscrit. Donc on va pouvoir annoncer notre niche, et ce en quoi ça sera efficace et réel, c'est qu'elle sera ensuite mise en débat au Sénat, ce qui, vous savez, est indispensable. Et comment vous voyez le fait que les syndicats sont prêts à revenir autour de la table des négociations avec le gouvernement pour travailler à des aménagements de cette réforme des retraites? Pour l'instant, ils ont plutôt répondu favorablement à cette invitation du gouvernement. Excusez-moi, je reviens à la précédente question, j'ai oublié de vous dire, précise aussi, c'est que la semaine prochaine, nous avons une motion de censure, et que la meilleure manière d'éviter que cette réforme des retraites se poursuive, c'est de voter la motion de censure. J'adresse aussi ce message, puisque le Rassemblement national, manifestement, ne la votera pas, ce qui montre son hypocrisie. Excusez-moi, je réponds maintenant à votre question sur les syndicats. Que les syndicats, quand le gouvernement les amène autour de la table, y aillent, ça me semble assez naturel. Jusque-là, ils avaient fixé comme condition l'abandon de la bande d'âge de 64 ans. Non, ils ne rentrent pas. Pour en avoir discuté avec eux il n'y a pas longtemps, on a eu une audition avec la plupart des syndicats sur cette question. Ils ne rentrent pas dans l'idée qu'ils en sont aujourd'hui à amender, à améliorer aux marges cette réforme des retraites en actant le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Ils ne sont pas sur cette position et ils soutiennent de ce point de vue-là tout ce qui peut être fait à l'Assemblée, au moins de notre côté, sur la question de l'abrogation. Pour parler des salaires à présent, pour augmenter un bas salaire aujourd'hui d'une centaine d'euros, il faut quasiment, pour l'employeur, dépenser 500 euros. Un rapport remis au Premier ministre cette semaine préconise de moduler les exonérations de charges patronales. En clair, plus de cotisations employeurs pour les salariés au SMIC, mais moins pour les salaires intermédiaires. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça revient sur certains principes d'exonération qui ont été jusqu'à maintenant décidés, qui étaient un peu des trappes à bas salaire. Donc ça va plutôt, ça améliore un peu les choses. Voilà. Moi maintenant, je vais vous dire le fond de ma pensée. Les cotisations, c'est du salaire différé, c'est du salaire socialisé, pardon. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui s'ajoute au salaire, c'est la décision qui a été prise à un moment donné pour assurer la protection sociale, les retraites, etc., après à la guerre, de considérer que vous mettez une part de salaire, vous le collectivisez de façon à pouvoir avoir un système assurantiel global entre les travailleurs.
Donc je considère que tout ce qui s'attaque à ça on est est mauvais. allé trop loin dans les exonérations. Absolument. C'est ce que vous dites. Je pense même qu'il ne faudrait pas d'exonération. Voilà, je pense qu'il ne faudrait pas d'exonération. Alors je sais qu'on ne peut pas tout d'un coup revenir dessus, et ce n'est pas ce que propose le NFP de manière totale tout de suite, mais la logique, ça serait de revenir là-dessus. Alors comment on fait pour désmicardiser le pays, puisque vous voulez préserver les cotisations sociales, sur quel autre levier vous pouvez activer pour augmenter les salaires? Nous, tout simplement, on l'a proposé. On augmente le SPIC et on fait des conférences. On organise, si on avait un gouvernement NFE, on aurait fait des conférences sociales entre les partenaires sociaux vers une augmentation des salaires. On a aussi mis sur la table certaines mesures. Par exemple, on avait proposé, on avait repris ça au niveau des syndicats européens, que dans une entreprise, il ne puisse pas y avoir d'écart de salaire de plus de 1, entre 1 et 20. Ce qui permettait que si quelqu'un voulait s'augmenter, il augmentait tous les salaires. Il y a différents mécanismes pour permettre justement que les salaires augmentent et que le travail paye mieux justement dans ce pays que les revenus du capital, parce que c'est ça le problème qu'on a eu avec 7 ans de macronisme. Juste une chose, excusez-moi, je reviens, parce que je tiens à être précis. Les exonérations, le petit problème, c'est qu'en réalité, c'est des aides aux entreprises, pour l'emploi, etc. Mais c'est des aides aux entreprises. Et je ne suis pas pour que les aides aux entreprises repose justement sur le budget social. Je suis pour que, si l'État assume d'aider certaines entreprises, je suis pour qu'elle le fasse, par exemple, des entreprises qui créent de l'emploi, qui permettent d'empêcher les délocalisations, et ça se fasse par des aides de l'État et non pas en prenant sur toute la base sociale toute la base de notre système social. Le grand jury, tout est politique. Et nous allons à présent parler d'immigration. Michel Barnier a dû rappeler la nécessité de respecter l'état de droit. Après les propos de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau juge l'état de droit ni intangible ni sacré. Est-ce que vous saluez ce recadrage ? Oui, je trouve qu'il l'a fait modérément, le recadrage. Et d'ailleurs, ça n'a pas empêché Bruno Retailleau de poursuivre. Parce qu'en gros, Bruno Retailleau a dit... En fait, je ne remets pas en question l'état de droit, mais je considère qu'on peut avoir des exceptions. Et il a donné un exemple ce qui s'était passé pendant le Covid. Le Covid, c'est une mise entre parenthèses de l'état de droit, avec des mesures d'exception. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, qui voudrait qu'on est dans un état d'exception généralisé. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit au moment du Covid. On avait dit attention, parce que les mesures qu'on met en place au moment du Covid, il y a toujours des bonnes raisons pour le faire, sauf qu'il y a bien quelqu'un un jour qui va dire que ces mesures doivent être généralisées. C'est ce que fait M. Retailleau. Vous nous avez dit qu'il n'y aura pas de majorité probable pour voter le budget. Il y aura une majorité pour voter une nouvelle loi immigration. Écoutez, on verra bien. On verra bien s'il y a une majorité. Pour l'instant... ce que je constate, c'est que la dernière fois qu'ils ont voulu faire voter une loi, il a fallu qu'ils empruntent tellement au programme du Rassemblement national que c'en est devenu anticonstitutionnel. Mais vous avez raison de souligner que il peut y avoir une majorité. Mais dans ces cas-là, c'est en comptant sur les voix du Rassemblement national. Et pour le coup, à la différence de ce que je disais tout à l'heure sur un texte d'abrogation ou une motion de censure, ça sera sur les bases du Rassemblement national. C'est bien pour ça que je pense qu'il y a une dérive, une extrême droitisation du centre et surtout de la droite depuis des années qui court derrière le Rassemblement national et qui provoque la situation dans laquelle nous sommes. Faut-il régulariser tous les sans-papiers ? Tous les travailleurs sans-papiers, oui. Tous les étudiants sans-papiers, oui. Pour une bonne raison. Vous dites que l'immigration est une chance ? L'immigration est en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'immigration pour notre pays s'en satisfait. Notre pays s'enrichit avec l'immigration. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les chiffres officiels sur le fait que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Et quand je dis ça, je ne rentre pas dans l'idée que c'est ça qui doit nous faire juger ou pas une politique d'immigration. Mais si je reprends les termes mêmes économiques de ceux qui mettent en avant l'idée qu'il faudrait des moins d'immigration, eh bien tout ça est aujourd'hui entièrement faux. La droite et l'Assemblée nationale continuent de réclamer la limitation de l'aide médicale d'État, l'AME, destinée aux sans-papiers, de la limiter aux soins vitaux. C'est un vieux débat autour d'un dispositif qui coûte 1 milliard d'euros par an. Est-ce que vous êtes toujours pour préserver l'aide médicale d'État ou est-ce qu'il y a une réforme à faire, des limitations à envisager ? C'est une proposition inhumaine et absurde. Voilà. C'est absurde parce que chacun comprend bien que si une partie de la population, partie faible, il y a 400 000 personnes seulement qui bénéficient de l'AME. Il faut que les gens sachent que l'AME, c'est 0,4% du budget seulement de tout le budget la droite et de santé. parle de certains excès
Je vous dis, voilà ce qu'est l'AME aujourd'hui. D'accord ? Chaque personne qui bénéficie de l'AME, ça coûte environ 2 685 €. Un assuré social, c'est 3 087. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, une surutilisation de l'AME pour je ne sais quoi. Vous savez, on a eu des fantasmes que ça servirait à des soins secondaires. L'AME est absolument indispensable, tout simplement parce que d'un point de vue humain, eh bien, et en plus, ça sera le cas, un médecin, il ne laissera jamais quelqu'un en mauvaise santé, parce que cette personne n'a pas de papier. Mais en plus, c'est stupide, parce que les virus, les microbes, ça ne reconnaît pas ni votre statut, ni la couleur de peau, et que donc laisser une partie de la population en mauvaise santé, c'est mauvais pour tout le monde. Éric Coquerel, il nous reste quelques minutes. Le Grand Jury 2027, c'est demain. Faut-il un candidat unique de la gauche pour 2027 ? On voit que le PS et les écologistes poussent en ce sens. Oh là, c'est loin 2027. Moi, je pense qu'il y aura peut-être une présidentielle anticipée avant, figurez-vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on voit bien que celui vers qui remontent les difficultés, c'est le président de la République. C'est lui qui a voulu la dissolution. Il a exclu C'est toute lui démission. qui n'a pas de majorité. J'ai entendu que pour l'instant, il exclut toute démission. Et la procédure de destitution que vous aviez initiée à l'Assemblée nationale, visiblement, est arrêtée. Oui, mais enfin, au moins, pour une fois, on a discuté pour la première fois historiquement de cette destitution en commission. Ça va être le cas dans l'hémicycle. Je pense qu'elle ne passera pas, et qu'au moins, symboliquement, les discussions vous souhaitez en question... Donc vous souhaitez... Non, mais juste pour bien comprendre votre raisonnement, vous souhaitez une crise politique suffisamment grave qui amène à la démission d'Emmanuel Macron. Non, mais je ne veux pas que je souhaite une crise politique. La crise politique, elle est là. C'est même une crise de régime, parce que ça révèle... Ça révèle toutes les problématiques de la Ve République qui font remonter tout le pouvoir à un homme, parce qu'en l'occurrence, c'est que des hommes pour l'instant, et qui me semble totalement contraire à des principes démocratiques tels qu'on le connaît en des pays voisins. Je vais reposer ma question, mais de manière plus large. Est-ce que pour la prochaine élection présidentielle, il faut une candidature unique à gauche ? Eh bien, il faut une candidature unique à gauche à partir du moment où la gauche est en capacité de s'entendre sur un programme de rupture. Voilà, pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui a permis qu'elle soit devant aux dernières élections législatives, et c'est ça qui lui a permis d'avoir à nouveau un rôle j'allais dire, important et historique dans ce pays, et de ne pas connaître, j'allais dire, cette dérive vers le bas qui était la gauche d'accompagnement, celle de M. Hollande. Pour se mettre d'accord sur ce programme de rupture, est-ce qu'il va falloir une primaire au sein de la gauche ? Non, je crois que les primaires, chacun s'attorde pour dire que les primaires, c'est une machine à perdre, quoi. C'est une machine à perdre. Alors tout comment simplement vous allez vous mettre... Oui, mais comment vous allez vous mettre d'accord ? Mais pour l'instant, la question n'est pas... Pour l'instant, les présidentielles ne sont pas là. Donc la question que je vous dis, c'est... Je reviens à la question du programme. Pour moi, c'est de là qu'on doit partir. Et le programme, c'est de savoir si nous sommes d'accord toujours pour un programme de rupture, tel que, par exemple, le Nouveau Front Populaire s'est entendu pour le présenter aux Français aux législatives. Ça commence par là, et à partir de là, on regarde quelle candidature commune nous sommes capables de mettre sur la table. Mais aujourd'hui, ceux qui proposent la primaire... Vous avez déjà la réponse, c'est Jean-Luc Mélenchon. À l'instant, au moment T, oui, je pense que Jean-Luc serait le meilleur candidat. Voilà. Il n'est pas devenu quand même un repoussoir pour une bonne part de la gauche aujourd'hui ? Ce que je constate, c'est que élection après élection, en tout cas, il n'est pas un repoussoir pour la population dans ce pays. Et à mon avis, puisque vous me parlez à l'instant T, je ne sais pas ce qui sera en 2027. Je ne sais pas lui-même dans quelle situation il sera. Est-ce qu'il s'estimera en capacité de toujours mener ce leadership tel qu'il le mène. Mais aujourd'hui, je considère que ça reste notre candidat qui est le plus susceptible d'aller au deuxième tour. Mais vous savez bien que pour gagner une présidentielle, vous savez bien, Éric Coquerel, que pour gagner une présidentielle, il faut aussi aller jusqu'aux voix du centre-gauche. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas capable d'attirer ces voix-là. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre électoral ? Mais au premier tour, oui, mais au deuxième tour. Ah oui, mais d'accord, mais pour aller au deuxième tour, faut être capable d'y aller. Oui. Je veux dire que je vais vous répondre autrement. Si par exemple, je vais vous répondre autrement ce que je crois vraiment, c'est que si il y a un candidat qui représente encore justement ce retour vers le passé, c'est-à-dire gauche qui ne change rien, qui ne change pas la vie des gens, vous pensez à qui ? Je ne sais pas, on parle de Cazeneuve, de François Hollande a l'air à nouveau vouloir être candidat, il y en a d'autres qui se présentent. François là, je peux vous assurer qu'ils ne NFP. seront pas au deuxième tour. Voilà, ça j'en suis certain. Parce qu'ils ne seront pas capables de rassembler tous ceux qui dans ce pays ont intérêt justement à transformer radicalement les choses. Et après, en deuxième tour, on verra bien. Ouais. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a les capacités au deuxième tour, par exemple, de battre une Marine Le Pen. Voilà, c'est ma conviction. J'entends que vous ne la partagez pas. Ce n'est pas ce que disent les sondages.
Oui, mais les sondages, d'accord, mais les sondages disaient pas non plus que Jean-Luc Mélenchon allait avoir 22% au premier tour en 2020. Merci 2022. beaucoup, Donc, Éric méfions-nous des Coquerel, sondages. pour ce grand jury. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.